Ministre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je m'étais engagée au moment du débat sur le projet de loi d'habilitation qui était rapporté par Madame Le Petit à venir vous présenter les ordonnances. Comme il s'agit de la dernière, c'est donc la dernière fois que je viens devant vous, en sachant qu'une des dispositions pour lesquelles il était prévu une ordonnance ne fera pas l'objet d'une ordonnance puisqu'elle a été intégrée au projet de loi consommation, c'est celle relative au délai de paiement qui était là aussi attendue par les professionnels. Pour ce qui est de cette ordonnance sur le logement intermédiaire, elle s'inscrit dans la suite de ce qui avait été annoncé par le président de la République le 21 mars 2013, puisqu'il avait annoncé un plan d'investissement en faveur du logement qui comportait 20 mesures, parmi lesquelles la décision de changer le cadre juridique rapidement pour lever les entraves à la construction et accélérer les projets. L'ensemble des mesures ont été prises. Il s'agit donc de la dernière des ordonnances, moins de 8 mois après que le Parlement a habilité le gouvernement. Toutes les ordonnances auront ainsi été élaborées et publiées. Et c'est ce qui démontre, puisque nous avions eu un débat, et vous venez de le redire, Monsieur le Président, sur le principe, je vous avais indiqué que certaines dispositions ont vocation à aller jusqu'au bout de leur temps législatif, et je crois, vous l'avez évoqué, que le projet de loi ALUR, qui sera donc voté demain à l'Assemblée nationale, aura largement occupé les débats parlementaires, puisqu'il y aura eu 2 lectures à l'Assemblée nationale. Mais pour ces dispositions, il convenait d'aller plus vite, et on était sur des choses relativement bordées. L'objectif, vous venez de le dire, c'est de développer un parc à un loyer intermédiaire entre celui du parc social et celui du marché, dans les zones les plus tendues, où cet écart est très important et où, du coup, il freine la possibilité d'accéder à un logement pour les ménages de catégorie intermédiaire, ou il freine la sortie du parc social pour les mêmes catégories de ménages. Alors, chacun comprend ce qu'est le logement intermédiaire, mais il ne faisait jusqu'alors l'objet d'aucune définition juridique, ni non plus de dispositions fiscales encadrées. C'est donc pour cela que le gouvernement a décidé de créer ce dispositif. Les leviers fiscaux ont d'abord été activés, à la fois en direction des particuliers, avec le dispositif de réduction d'impôt en contrepartie de l'engagement de louer pendant 9 ans à un prix inférieur de 20% au niveau de marché. Et depuis la loi de finances 2014, un dispositif miroir pour les investissements institutionnels avec une TVA à taux réduit de 10% en contrepartie d'un engagement de location de 15 ans à des loyers intermédiaires. Nous allons donc pouvoir avoir désormais un cadre unifié, puisque après ces dispositions fiscales, dans le projet d'ordonnance qui vous a été remis, il y a donc 3 parties. La première, celle qui permet de définir ce qu'est le logement intermédiaire. La deuxième, qui crée un bail réel immobilier dédié à la production de logements intermédiaires. Il s'agit, j'y reviendrai, de permettre l'accès à du foncier à des prix moins élevés en dissociant foncier et bâti. Et enfin, le troisième point, la possibilité pour les organismes de logement social de créer des filiales dédiées à la création et la gestion de logements locatifs intermédiaires. Sur la définition du logement intermédiaire, il est réservé aux zones dites tendues, là où existe une différence de prix très significative entre le parc social et le parc privé. C'était prévu dès le projet de loi d'habilitation, et la délimitation de ces zones a été précisée par le législateur lui-même dans l'habilitation. Il s'agit du périmètre de la taxe sur les logements vacants, composé de 28 agglomérations, auxquelles s'ajoutent les communes de plus de 15 000 habitants en croissance démographique. Cette zone comporte plus de 21 millions d'habitants au total. Le logement intermédiaire peut être un logement en location ou un logement en accession. Les 2 catégories sont bien couvertes par l'ordonnance. Enfin, la définition du logement intermédiaire le caractérise par 3 conditions. Première condition, il fait l'objet d'une aide directe ou indirecte de l'État ou d'une collectivité locale accordée en contrepartie d'un engagement du propriétaire de pratiquer des prix modérés. Deuxième condition, il est destiné aux classes moyennes, c'est-à-dire situées sous un plafond de ressources qui sera identique à celui des locataires du dispositif fiscal qu'on appelle le DUFLO. Nous avons choisi de garder les mêmes plafonds de ressources et de loyer, puisque son prix ou son loyer sera plafonné à un niveau intermédiaire défini par décret. Pour les logements locatifs, le plafond de loyer sera identique à celui du DUFLO. La raison en est d'essayer de ne pas complexifier l'élaboration. Donc nous aurons un seul zonage, celui qui existe déjà, celui sur lequel s'est fondé le projet de loi d'habilitation, et un seul plafond de loyer et de ressources, celui qui existe déjà.
Cette définition en 3 termes permettra d'unifier les différents régimes de logement intermédiaire sous un seul et même statut, du flot particulier, du flot institutionnel, PLI, accession à prix maîtrisé. J'espère que d'ailleurs le terme deviendra effectivement un terme générique et que donc on investira, y compris pour les particuliers, dans un investissement en logement intermédiaire et que donc ces dispositions n'auront plus à porter le nom du ministre du Logement concerné, ce qui, à mon avis, ne sera pas une mauvaise chose. Deuxième élément, il permettra aux élus de faire référence à la notion de logement intermédiaire dans leurs documents de programmation, c'est-à-dire que les PLH pourront mentionner des objectifs de réalisation de logements intermédiaires. Deuxième élément important de l'ordonnance, le bail réel immobilier. L'objectif de ce bail est de faciliter la dissociation du foncier et du bâti, ce qui se pratique dans beaucoup d'autres pays européens. L'idée est donc de pouvoir proposer des logements en location en accession à des prix moins élevés. Le principe est très connu. Plutôt que de payer ab initio l'acquisition du terrain, le bailleur ou le promoteur conclut un bail avec le propriétaire foncier par lequel il s'engage à verser une redevance sur une longue durée en contrepartie de l'autorisation de construire des logements abordables. C'est le même principe que le bail à construction ou que le bail amphithéotique logement. La différence de ce bail réel immobilier, c'est qu'il est spécifiquement conçu pour ce type d'opération et qu'il permet d'organiser la possibilité de cession du bâti entre acquéreurs successifs en gardant le statut de logement intermédiaire. Il y a donc une maîtrise dans la durée du statut du logement. En matière d'accession, c'est particulièrement novateur parce que l'acquéreur disposera d'un prix moins élevé, mais sa propriété sera limitée dans le temps. Il a néanmoins un droit réel sur son logement et peut le revendre. Donc là, c'est un élément intéressant. C'est un élément qui permet aussi d'éviter toutes les difficultés en matière d'accession à prix maîtrisé et de revente avec toutes les clauses antispéculatives et les difficultés que cela pose de les mettre en œuvre jusqu'alors. L'ordonnance prévoit bien entendu les garde-fous indispensables à de tels montages, encadrement des conditions de vente, encadrement du maintien dans les lieux des locataires, gestion des transmissions successorales, sanctions en cas de non-respect du caractère intermédiaire des logements bénéficiant de ce bail réel immobilier. Le projet d'ordonnance crée donc un nouvel outil, évidemment en particulier à destination des collectivités qui souhaiteraient développer des opérations de logement intermédiaire sur leur terrain, tout en assurant que les logements créés conserveront dans la durée le statut de logement intermédiaire. Troisième point de l'ordonnance, le cadre d'intervention des organismes de logement social, par la création de filiales. Nous avons besoin pour développer ce type de logement d'opérateurs qui disposent des compétences de maîtrise d'ouvrage et de gestion pour mener à bien de tels projets. Or, il n'existe quasiment plus de bailleurs privés en France qui continuent à avoir un parc important de logements locatifs. Les organismes de logement social ont donc toutes ces compétences. Ils gèrent déjà aujourd'hui pour certains un parc de logements intermédiaires, non motivés par des impératifs de rentabilité de court terme, mus par l'intérêt général. Ils sont tous désignés pour assumer le développement du logement intermédiaire que nous souhaitons. Cependant, ils sont limités par 2 contraintes. Aujourd'hui, ils ne peuvent réaliser que 10% de logements intermédiaires par rapport à leur parc de logements sociaux. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas faire appel à des capitaux extérieurs pour financer ces opérations et doivent donc aujourd'hui dépenser un volume important de fonds propres dans ces opérations. En leur permettant de créer des filiales dédiées au logement intermédiaire, le gouvernement permet de répondre à ces limites tout en garantissant un cadre clair et sécurisé qui évite toute confusion entre l'activité de logement social d'un côté et l'activité de logement intermédiaire de l'autre. L'habilitation était parfaitement claire de ce point de vue, hermétisme total entre les fonds du logement social et l'activité de logement intermédiaire de la filiale. C'est le principe, qui est donc bien réaffirmé dans l'ordonnance, d'étanchéité. Le projet d'ordonnance le respecte en prévoyant ainsi 3 contraintes. Première contrainte, les fonds nécessaires pour créer les filiales ne peuvent provenir que des activités du bailleur social hors SIEG ou de son parc existant de logement intermédiaire. Pas un euro de l'activité de logement social ne peut être versé à la filiale. Deuxième contrainte, le ministre en charge du logement peut s'opposer à la création d'une filiale de logement intermédiaire par un bailleur qui ne remplirait pas correctement ses missions en matière de logement social, notamment de construction ou de rénovation. La priorité des organismes de logement social est donc bien et reste bien le logement social. Et enfin, le préfet de région peut s'opposer à toute augmentation de capital ultérieure qui ne respecterait pas les règles précédentes. Ces contraintes sont fortes, mais la volonté du législateur l'était également. Elles permettent de clarifier parfaitement la séparation des activités des bailleurs.
Il faut donc en conclure qu'il est assez prévisible que peu de bailleurs se saisiront de cette possibilité, compte tenu que pour un nombre important d'entre eux, ils peuvent déjà réaliser du logement intermédiaire de façon directe. Mais pour certains, et ceux qui souhaitent, notamment dans les zones les plus tendues, développer leur activité de logement intermédiaire sans aucun impact sur leur activité de logement social, ils pourront le faire dans un nouveau cadre parfaitement sécurisé. Une nouvelle définition du logement intermédiaire, un nouvel outil de dissociation foncier bâti, un nouveau cadre d'intervention dédié et séparé pour les organismes de logement social. Ce projet d'ordonnance comporte donc la finalisation de la boîte à outils qui permettra de développer dans notre pays le logement intermédiaire. Si les élus, les bailleurs et les investisseurs s'en saisissent, cela constituera une nouvelle et grande étape de franchie pour accélérer davantage la production de logements abordables en France. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais vous dire sur le projet d'ordonnance.